Bonjour à tous, il est 12h30, nous sommes lundi et comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec la Tribune des décideurs, une émission qui donne la parole à tous les grands acteurs de cette économie et qui vous permet de les interroger en même temps que nous en direct. Donc n'hésitez pas tout au long de cette émission à poser vos questions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la gestion privée chez Lazare Frères Gestion. À mes côtés, on retrouve Robert Jules de la Tribune.fr qui est notre partenaire pour cette émission. Bonjour Robert. Bonjour Thomas. On commence tout de suite, vous en avez l'habitude, par une petite séquence consacrée à l'économie et puis à vos commentaires sur celle-ci. Alors, à l'économie bien sûr, mais à l'actualité économique en particulier, avec quelques événements dans l'actualité sur lesquels on aimerait avoir vos commentaires. En effet, à commencer par ce petit coup de tonnerre sur les marchés financiers, alors qui intéresse, j'imagine, vos clients notamment, la dévaluation surprise la réévaluation du coût du franc suisse avec la mesure de la Banque nationale suisse de ne plus arrimer sa devise à l'euro. Comment est-ce qu'on vit une journée comme ça? Est-ce que finalement ça fait bouger l'aiguille du sismographe chez vous? Oui, écoutez, ce qu'on n'a pas forcément bien noté, c'est que les bourses, hors la Suisse, plutôt les bourses européennes sont très bien comportées pendant la période. Donc tout ça a été un peu obscurci parce qu'il y a eu un ajustement. Les valeurs suisses ont baissé pour certaines à peu près en proportion que le franc suisse se réévaluait par rapport à l'euro. Mais finalement, le sous-jacent, c'est que les bourses de la zone euro ont plutôt très bien tenu et bien encaissé le coup. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau une dévaluation de l'euro par rapport à la Suisse, et donc, encore une fois, une politique monétaire qui est accommodante et plutôt favorable pour les perspectives de 2015. Ça veut dire que la Banque suisse anticipe la dévaluation, ou en tout cas les mesures fortes de quantitative easing de la BCE? J'ai du mal à imaginer que les banquiers centraux ne se parlent pas et que la Banque suisse ait fait ça dans son coin. Cela dit, il n'y a eu aucune communication officielle sur une éventuelle coordination et sur, effectivement, ce que le quantitative easing annoncé entre guillemets par Draghi, mais dont on voit bien d'abord qu'il y a toujours une opposition forte de la Bundesbank à la mise en œuvre de ce programme, et que deuxièmement, les effets d'annonce parfois suffisent à obtenir les résultats qu'on chercherait en agissant. Et Draghi a été assez fort pour cela, et on voit aujourd'hui que, y compris pondéré du commerce extérieur, l'euro s'est sensiblement dévalué par rapport aux grandes devises, la dernière étant effectivement le franc suisse. C'est une bonne chose, ça? Oui, c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de relancer l'économie européenne et de la zone euro en particulier, qui est en retard par rapport aux États-Unis, qui est en petite vitesse par rapport au Royaume-Uni. Et donc, elle a besoin de retrouver de la compétitivité prime aussi de la compétitivité coût, entre guillemets, et notamment parce que la devise est sans doute un peu surévaluée par rapport à un certain nombre d'autres monnaies. C'est pas un problème pour les entrepreneurs suisses? Alors, évidemment, les entrepreneurs, ceux qui ont des coûts en Suisse, donc on a parlé effectivement de l'horlogerie, de la joaillerie, peut-être aussi le fromage, mais ils ont été avantagés aussi pendant un certain temps avec une devise qui était un petit peu sous-évaluée. Donc, et par ailleurs, si vous voulez, l'horlogerie suisse, je ne dirais pas que c'est un monopole, mais presque. Donc, ils seront tous à peu près à la même enseigne, même s'il y a des horlogers au Japon, en Asie et par ailleurs. C'est le point de vue de ceux qui prônent une devise forte, comme l'Allemagne. Quand vous avez des produits que le monde entier vous achète, avoir une monnaie forte, c'est plutôt un avantage. Absolument. Autre sujet d'actualité, la loi Macron qui est en train de passer petit à petit, qui veut donner un peu de respiration à notre système économique. Comment est-ce que vous l'analysez, comment vous l'apercevez? Moi, j'ai l'impression que c'est un ensemble de petites mesures qui, prises individuellement, n'ont pas un impact formidable sur la croissance. On donne toujours des titres ronflants à nos lois, mais les lois de l'économie ne sont pas les lois du Palais Bourbon. Et malheureusement, ce qu'il faut, c'est surtout respecter les lois de l'économie. Donc, ça vient améliorer l'environnement français d'exercice de production, sans doute réduire des délais, sans doute simplifier un petit peu. Fondamentalement, ce dont on a besoin, c'est d'une réorientation globale de notre économie en faveur de la production. Et là, vous restez sur votre faim par rapport à cette loi, alors qu'elle est annoncée comme étant véritablement une loi qui va... Il y a plusieurs aspects. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas bien? Essentiellement, c'est le poids de la dépense publique dans le PIB. C'est ça le problème de la France. Et ça, on est mûr pour ces réformes maintenant, vous pensez que... Parce que beaucoup de nos voisins l'ont fait. Il y a eu des sacrifices de fait en Espagne. L'Italie est aussi en train de se retrousser les manches. Mais écoutez, tout le monde dit, moi je ne suis pas un expert politique, mais beaucoup disent que la population française est davantage
d'avancer que ces élites dans la détermination à la nécessité de ces mesures. En même temps, on voit aussi que dès qu'on bouge un curseur, tout de suite, il y a des gens dans la rue. Mais qu'il y ait des gens dans la rue, c'est normal. Forcément, quand on demande un effort aux gens, quand on les oblige à revenir à des situations soit qu'ils ne connaissent pas et donc il y a une incertitude, et tant qu'on ne fait pas la pédagogie du changement, forcément, on crée des raidissements. Mais il y a eu des manifestations dans les pays qui se sont réformés. Donc on ne peut pas faire de réforme sans protestation, mais c'est normal. J'imagine qu'il y a une mesure qui est un peu passée inaperçue, qui a été peu commentée, mais qui a dû faire sourire, voire rire jaune, c'est l'abandon de la taxe à 75% sur les hauts revenus, qui fait partie de votre clientèle. Oui, elle avait été annoncée pour une durée de 2 ans. Alors après ça, c'est compliqué de relire exactement ce que les uns et les autres disaient. Elle a été mise en place 2 ans. En réalité, elle était payée par les entreprises et pas par les salariés. Le problème de cette taxe à 75%, ça n'a pas été pour nos clients ou les populations qui nous environnent. Ça a été le message politique envoyé au reste du monde économique, en fait, et à nos partenaires. Et donc ça a aggravé quelque chose de très simple, qui est en France, on paye 75% d'impôts. Ça n'ajoute pas énormément à l'attractivité du pays. On va reparler de votre métier plus en détail dans la deuxième partie de cette émission, mais il y a eu des conséquences tangibles. Vous avez vu des gens partir au prétexte de cette taxe ? Non, en particulier non. Les gens partent pour un ensemble de facteurs, mais pas au prétexte de cette taxe seulement. Un des aspects aussi qu'il y a par rapport à la fiscalité, c'est le fait qu'il y a une instabilité permanente. C'est-à-dire qu'il y a des annonces qui sont faites, on ne va pas augmenter, alors qu'en définitive, on s'aperçoit qu'il y a des taxes qui arrivent en permanence. Est-ce que ça, c'est un critère qui est, selon vous, pénalisant pour... Oui, il y a évidemment le poids et l'instabilité. Et en même temps, je dirais, il y a aussi le manque de reconnaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts, on peut parfois lui dire merci aussi, et pas seulement le stigmatiser, comme on dit maintenant. Mais je pense que le président a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles taxes, mais malheureusement, il ne gouverne pas les collectivités locales. Et les collectivités locales, vous le savez, vont augmenter, l'ont déjà fait et vont continuer d'augmenter certaines taxes. Allez, encore un commentaire sur le contexte. Il y a un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, celui de Thomas Piketty, qui dénonce l'accroissement des inégalités entre riches et pauvres, et notamment entre la minorité très riche. Comment est-ce que vous analysez ces mouvements ? Comment est-ce que vous recevez un ouvrage de la sorte ? Écoutez, je ne l'ai pas lu, donc je me garderai de le commenter. J'ai lu des commentaires sur cet ouvrage. Ce qu'il y a, c'est qu'on observe historiquement un phénomène, c'est que quand la croissance est moins forte, les écarts de richesse augmentent. Donc je pense que ces écarts de richesse qu'on a pu observer dans certains pays, et pas tellement en France, et il faudrait distinguer entre capital et revenu, sont le résultat d'une moindre création de richesse dans ces pays développés. Effectivement, j'ai lu comme vous que les 1% de la population mondiale allait détenir en capital l'équivalent des 99% restants. Bon, très bien, qu'est-ce que ça change si on dispersait ce capital sur les 99% restants ? Ça ne changerait rien, en fait. Donc le sujet n'est pas qu'il y ait des riches, des ultra-riches, c'est de savoir si la richesse est bien construite, bien acquise, et qu'ensuite on a des systèmes d'équilibre qui sont justifiés et pas étouffant. Quand vous dites le sujet n'est pas de savoir s'il faut des riches, on a l'impression que c'est quand même un sujet en France. Est-ce qu'il faut des riches ou pas ? Quand on a un président qui est élu sur un programme « J'aime pas les riches », est-ce qu'il est bon de rappeler qu'il faut des riches dans un pays ? Si vous n'avez pas de riches, vous n'avez que des pauvres. Je ne sais pas si c'est un projet de société très enthousiasmant. Voilà donc pour vos commentaires sur l'actualité. On passe tout de suite à votre métier, la gestion privée, dans la deuxième partie de cette émission. François de Saint-Pierre, vous êtes le responsable de la gestion privée chez Lazard Frères Gestion. Un mot pour qu'on situe bien, parce que c'est vrai que Lazard, c'est un nom mythique dans le monde de la finance, mais on n'est pas toujours familier avec ces recoins. Quel est l'organigramme ? Est-ce que vous pouvez nous présenter finalement les différents métiers de Lazard ? Oui, Lazard a 2 métiers assez simplement. Un premier métier historique, en tout cas de conseil aux entreprises, au gouvernement, et qui au niveau mondial, pour vous donner les ordres de grandeur, facture à peu près $1 milliard par an. Et puis un deuxième métier qui est l'investissement pour le compte de tiers, donc la gestion institutionnelle et de la gestion privée, qui gère à peu près $200 milliards au niveau mondial et qui lui aussi génère à peu près $1 milliard de chiffre d'affaires. Donc ce sont 2 activités assez équilibrées d'un point de vue économique et qui se retrouvent à Paris à peu près dans les mêmes termes. Donc, vous vous occupez de la partie gestion privée, c'est-à-dire qu'au sein de cette dimension gestion d'actifs, il y a la gestion institutionnelle, ce qu'on appelle institutionnelle pour les grandes compagnies d'assurance, par exemple, ou des grandes institutions. Et puis, il y a la dimension plus personnelle, privée, avec des hommes et des femmes, des individus, des familles
C'est ça le... Exactement, pour les particuliers, avec des points communs et des points de différence. À Paris, nous gérons un peu plus de 15 milliards d'euros. Il y a à peu près 6 milliards pour de la clientèle privée et 9 milliards pour des institutions et la distribution de nos fonds dans des réseaux tiers. Comment est-ce qu'on choisit une maison? Comment est-ce que quand on a la chance d'être fortuné, on se dit je vais pousser la porte de Lazare ou d'un concurrent? Parce que quelqu'un vous l'aura dit. Et donc, ce qui est très important, c'est le niveau de satisfaction de nos clients, bien sûr, parce que ce sont eux qui sont les meilleurs prescripteurs, et donc à nous d'assurer cette satisfaction. Et puis, deuxièmement, c'est qu'on a des équipes de développement qui viennent promouvoir auprès de ceux qui devraient ou qui pourraient être nos clients nos savoir-faire. Comment vous faites ça? C'est-à-dire, c'est des cocktails, que l'image qu'on a, c'est ça souvent? Non, on n'est pas du tout dans la banque cocktail, on a une approche très professionnelle en réalité. Si vous voulez, il y a deux marchés, il y a ce qu'on appelle le all money, c'est-à-dire effectivement l'argent qui est géré, détenu chez nos concurrents et que nous cherchons à, le cas échéant, se faire déplacer pour venir chez nous et qui est très difficile parce que vous le savez, dans la banque comme dans l'assurance, les rigidités de part de marché sont très fortes, mais nous essayons évidemment par la satisfaction que nous apportons à nos clients, de les amener à rapporter effectivement davantage de capitaux chez nous. Puis deuxièmement, c'est quand il y a ce qu'on appelle un événement de liquidité. Événement de liquidité, c'est-à-dire qu'on a un actif qui devient tout à coup un actif financier diversifiable dans lequel nous pouvons apporter nos savoir-faire d'investissement aux clients. Par exemple, un chef d'entreprise qui vend une partie de ses actions ou de son entreprise. Voilà, on estime que les 2/3 à peu près là, du new money, par opposition au money, du new money provient de cessions d'entreprises, effectivement, par des entrepreneurs avec un phénomène générationnel qui s'impose. C'est le seul moyen de s'enrichir en France, c'est créer sa boîte. En tout cas, moi, je pense que c'est un des meilleurs moyens, effectivement, parce que j'en connais pas d'autres, en fait. Mais enfin, après ça, on peut avoir un très grand succès en écrivant des livres, on peut avoir un très grand succès en vendant des tableaux. C'est une entreprise aussi. On peut avoir un grand succès en faisant du cinéma ou de la télévision, peu importe. Mais voilà, la création de richesses, c'est un phénomène microéconomique qui se passe dans l'entreprise, donc l'enrichissement du chef d'entreprise est la conséquence naturelle de son succès. Mais qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, de Société Générale ou de Goldman Sachs? C'est quoi, une culture particulière, une histoire? Si vous voulez, Société Générale, je ne vais pas parler des concurrents. Ce qu'il y a, c'est que nous avons ces deux métiers, ce seul métier. Société Générale est une banque universelle, donc fait de la banque privée, effectivement, c'est un concurrent respectable. Goldman Sachs a des opérations assez réduites en France pour ce qui est le wealth management. Nous, c'est nos clients qui font la différence, en fait, parce que c'est très difficile, effectivement, dans ce métier. Le marketing du métier est très difficile parce que nous vendons de l'incorporel. Et en réalité, la satisfaction vient de l'expérience. Donc, c'est comment transformer une impression, une attirance en expérience. Et l'expérience, ensuite, si elle est positive, elle va générer un buzz, entre guillemets, qui fait que... C'est le bouche à oreille qui joue. Le bouche à oreille peut jouer. Enfin, c'est plus une question d'image. Donc, moi, je dis, on a toujours une espèce de triptyque. En réalité, c'est visibilité, il faut savoir que ce métier existe, il faut savoir qu'il est fait pour vous. Deuxièmement, attractivité, c'est-à-dire avoir des bonnes vibrations autour de ce nom. Et ensuite, faire exercer le métier comme ils font une satisfaction. Il y a beaucoup vous disiez, c'est un métier assez conservateur, de turnover, de départ de clients ou d'arrivée de nouveaux. Alors, nous gagnons des clients tous les ans. Je ne peux pas vous dire le nombre. Au total, à peu près? C'est une centaine de nouveaux clients par an. D'accord. Et au global, vous avez combien de clients en gestion privée? C'est très difficile de donner un nombre de clients, tout simplement, parce que vous allez ouvrir, on a des clients depuis plusieurs générations. Et donc, vous avez un client qui est là, puis qui va faire des donations à ses enfants, etc. Ses enfants vont avoir leur propre succès, etc. Et tout à coup, d'un client, vous passez à une famille, puis en fait à 2 clients, etc. Donc, c'est assez difficile. Nous, on a identifié que nous avions autour de 2000 clients. Là, vous parlez en France, hein? Oui, en France. Et combien de collaborateurs donc, pour servir ces 2000 clients? Alors, sur la Lazare Frères Gestion, en réalité, s'appuie sur la banque Lazare. Nous avons gardé une banque de plein exercice qui fait la tenue de compte, la conservation des avoirs de nos clients. Et puis, nous avons dans Lazare Gestion tout le service aux clients, en ingénierie patrimoniale et surtout, bien sûr, en investissement. Et tout ça représente 150 personnes. C'est un métier, comme beaucoup d'industries, qui est aussi bousculé par les révolutions technologiques et numériques. Est-ce que c'est des choses que vous regardez ou est-ce que c'est toujours une réunion dans un bureau autour d'un reporting papier? Oui, papier ou numérique. Mais si vous voulez, on est dans un métier de confiance et la relation interpersonnelle, elle structure la confiance. Donc on aura du mal à désintermédier complètement la relation personnelle. Cela dit, on communique avec nos clients, évidemment, avec les outils modernes.
mais c'est pas un max majeur parce que Internet, c'est un instrument, beaucoup de masse quand même, et nous sommes vraiment beaucoup dans le détail de l'approche, dans le détail de l'exécution. Voilà, je dirais c'est un média de communication, mais ça n'est pas structurant, je pense, pour notre développement. Alors vous avez aussi une activité qui consiste à conseiller des gouvernements qui font appel à vous pour un certain nombre d'opérations, donc c'est la partie institutionnelle. Est-ce qu'il y a des gouvernements étrangers? Oui, alors ça, c'est dans l'autre métier de Lazare, c'est dans le métier de conseil. Dans notre partie institutionnelle, on conseille des institutions, mais pas des gouvernements. On va conseiller, le cas échéant, une compagnie d'assurance, une entreprise pour des placements, pour des allocations, mais on n'ira pas conseiller le gouvernement. Ça, c'est le métier de nos amis. On a parlé de la Suisse en introduction. C'est aussi un sujet qui a pas mal occupé, j'imagine, une partie de votre clientèle, avec toutes ces questions, comment dirais-je, ce raidissement des États, y compris de la Suisse, qui a décidé de faire le ménage et de demander à sa clientèle, beaucoup de banques suisses ont demandé à leurs clients de prouver qu'ils étaient en règle. Est-ce que vous avez vu finalement des conséquences de toute cette évolution? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est la Suisse qui a décidé de faire le ménage. Ce n'est pas les Américains qui ont demandé à la Suisse de faire le ménage. Du coup, les Français, ils ont dû le faire, oui, parce que l'enjeu était trop important. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui avaient des capitaux en Suisse qui n'étaient pas connus du fisc français, qui ont été amenés à révéler ces capitaux aux autorités françaises et ensuite à se poser la question de ces capitaux devaient-ils ou non rester en Suisse. Nous constatons que ces capitaux ont tendance à revenir en France et dans ce cas-là, nous sommes capables d'assister ces personnes au bon déploiement de ces capitaux puisqu'ils vont changer de gestionnaire financier. Et au total, le flux entrant par rapport au flux sortant, parce que dans les deux sens, il est positif? Écoutez, malheureusement, le flux est négatif. Il y a plus de capitaux qui quittent la France actuellement qu'il en arrive chez vous, en tout cas. Il y a des capitaux, il y a des talents, il y a des impôts qui partent, en fait. Dites-vous bien, pour chaque entrepreneur qui part à Londres ou à Bruxelles, eh bien, ce sont des dépenses de TVA, c'est de l'impôt sur le revenu, etc. Et ça sera demain, effectivement, pourquoi pas de l'impôt sur la plus-value, et donc une perte de recettes. Et malheureusement, ces pertes de recettes l'emportent largement sur les gains. Il y a encore des gens qui s'apprêtent à partir ou ceux qui devaient partir sont partis? Non, je crois que ça continue. Ça continue tant qu'en France, on n'a pas résolu le problème fiscal, le problème de la confiance, le problème de la croissance, et ça passe notamment par la stabilité réglementaire et fiscale, eh bien, il y aura toujours cette question parce que l'expérience montre que ceux qui sont partis ne l'ont jamais regretté. Et ces gens peuvent être amenés à revenir si justement le climat fiscal s'améliore en France, vous pensez? Je pense c'est des grands cycles. Il faudrait une période longue de stabilité fiscale, d'encouragement, de reconnaissance pour qu'effectivement les gens se disent qu'on est passé d'un cycle à un autre et que à nouveau la France peut effectivement être une terre accueillante et prévisible. Est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande et avec son nouveau Premier ministre Manuel Valls, son nouveau ministre des Finances Emmanuel Macron, s'inscrit dans ce virage et a décidé de prendre ce tournant comme certains le disent? Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, en termes de perception, et en dépit des mesures qui ont été prises les 2 premières années du septennat, les perceptions du quinquennat, les mesures, enfin les esprits ont progressé, y compris par rapport à des durcissements fiscaux de la fin du quinquennat de Sarkozy, qui étaient assez sévères et assez pénalisants. Donc, je pense que les esprits avancent. Pour l'instant, les actes, je veux dire l'évolution de notre fiscalité, qui passe encore une fois par une maîtrise des dépenses et donc la réduction du poids de la dépense publique dans le total, on n'en est pas encore là. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la société civile, notamment depuis la crise, a évolué aussi? Elle s'est rendue compte aussi que les solutions qui étaient proposées par les politiques étaient souvent encore très conservatoires, elles restaient très liées à une pratique de la politique plus qu'au lien de la société civile. Probablement, mais en témoigne ce terme de crise. Vous ne l'entendez pas dans les autres pays. En France, moi, la crise, je la connais depuis 1973. Donc ça fait un bon moment qu'on entend parler de cette crise. En réalité, dans les autres pays, on parle d'expansion et de récession. Et nous, il y a des cycles. Et nous, on est dans la crise. Et donc la crise nous permet d'incriminer quelque chose et de prendre excuse par ailleurs. Bon, donc en réalité, il n'y a pas de crise. Il y a une évolution que la France a choisie. En tout cas, les Français, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a été dirigée dans une direction au cours des 25 ou 30 dernières années. Cette direction, aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'était pas la bonne. Et il faut la corriger. Je pense que les Français se rendent compte maintenant, quand même, que ça ne fonctionne pas.
Comment est-ce que vous accompagnez les candidats au départ qui viennent frapper à votre porte, enfin qui sont clients et qui se disent... Qui sont clients, ils développent des projets, on est capable de les accompagner. Nous avons une succursale à Bruxelles, donc qui permet de poursuivre le service qu'on leur rend. Ceux qui partent ailleurs, aux États-Unis, pour des questions de réglementaires que vous connaissez, et de protectionnisme, pas seulement de protection des pannes, mais de protectionnisme américain, nous perdons les clients quand ils vont aux États-Unis. Quand ils vont en Angleterre pour travailler, il est possible d'organiser les choses de manière à ce qu'ils puissent bénéficier encore de nos services. Les banquiers ont été un peu les bad guys qui ont été désignés comme tels après la crise. Et du coup, il y a eu une législation, une réglementation qui est plutôt en train de se durcir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben voilà, c'est-à-dire c'est sous un seul mot, on met des réalités extrêmement différentes. Notre métier, nous, n'est pas un métier de preneur de risque pour compte propre. Nous ne sommes ni une banque de marché, ni un hedge fund. Nous investissons, je dirais... même si c'est presque en père de famille pour nos clients, et nos clients ont passé les crises financières. Là, il y en a eu effectivement en 2008, 2009 et en 2011, sans trop de dommages, et ont bien récupéré puisque on a fait les choix qui le permettaient. Bon, après ça, les abus, il y a eu des réglementations bancaires qui est venue, mais c'est vrai qu'on a une réglementation sur l'épargne qui vient directement de Bruxelles, qui se recharge pratiquement chaque année d'innovation, qui a tendance à renforcer les dispositifs réglementaires, à étouffer, à renchérir aussi. Nous avons des coûts énormes de conformité et qui font que finalement, par rapport à ce contrat de confiance qu'on a dans ce métier-là et qu'on devrait avoir dans tous les métiers de la finance, on substitue des process à des hommes, et je pense que c'est jamais très bon pour la confiance. À propos d'innovation, est-ce que dans la gestion, dans votre métier, il y a des innovations encore qui voient le jour, ou est-ce que c'est un métier finalement qui... Au risque de paraître très traditionnel, l'innovation financière me fait peur. Voilà. On a vu justement aux États-Unis avec la crise des subprimes ce que portait l'innovation financière. L'innovation financière, bien souvent, ne bénéficie pas à celui qui l'achète, mais à celui qui la fabrique. Donc, il vaut mieux rester comme un bon père de famille. Oui, bon père de famille, c'est un côté un peu caricatural parce que l'air de rien, investir simplement, c'est quelque chose de très sophistiqué. Voilà. Investir simplement, acheter une action, c'est quelque chose de sophistiqué. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients en ce début d'année 2015 ? Quelle est votre lecture ? On est dans un contexte où le prix du pétrole est tombé, l'euro est en train de tomber, les taux d'intérêt sont au plancher. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment arbitrer ? Disons, prenons un exemple lambda. Robert a fait fortune et il a quelques économies. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? Il y a toujours un conseil global que nous essayons d'organiser, de discuter en tout cas avec nos clients ou prospects de l'organisation, de qu'est-ce qu'ils ont en immobilier, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme autres actifs, de manière à allouer dans les poches qui conviennent leur patrimoine. Après ça, d'un point de vue financier, on part toujours de l'économie, nous, parce qu'on pense que la valeur des actifs reflète ce qui se passe dans l'économie, avec un décalage plus ou moins important. Pour nous, l'économie de 2015 devrait ressembler un petit peu à celle de 2014, qui a été un petit peu un taux en dessous de ce qu'on prévoyait en début d'année, parce qu'il y a eu en 2014 une faiblesse américaine au premier trimestre, on s'en souvient, l'impact de l'Ukraine sur l'Allemagne, pensons-nous, et puis la TVA au Japon, et puis certains émergents qui ont corrigé. Donc il y a eu des phénomènes qui ont un petit peu adverses, qui fait qu'on a une croissance plus proche de 3% que de 4% au niveau mondial en 2014. Et on devrait en 2015 avoir une croissance à peu près du même ordre, parce que ça sera 3,5%, mais avec des États-Unis qui vont continuer d'être bien, au risque près quand même qu'au dernier trimestre ou au premier trimestre 2015, il y a des effets stocks. Les stocks se sont un peu reconstitués aux États-Unis, donc on peut avoir des chiffres en demi-teinte, mais l'air de rien, la demande est là. Et puis surtout, ce qu'on pense, c'est que les salaires vont commencer à augmenter et que donc voilà, le cycle américain est long. Il va continuer d'être long parce qu'il n'y a pas de force récessive à l'œuvre. Mais concrètement, est-ce que vous êtes plutôt dans une position défensive ou offensive ? Alors non, on est plutôt offensif. J'allais très loin sur l'économie, mais après ça, pour revenir effectivement sur les allocations, quand l'économie va bien, les résultats des entreprises vont bien normalement, et il faut matcher tout ça avec l'évaluation des actifs. Et aujourd'hui, les actifs à taux d'intérêt sont extrêmement chers partout. Voilà, moi, je n'ai pas très envie de prêter à l'Allemagne ou à la France à moins de 1% de rendement sur 7 ou 8 ans. Ça me semble déraisonnable, alors que je peux acheter une entreprise qui s'inscrit dans la croissance mondiale ou dans une croissance régionale, qui va me donner un coupon de 2,5-3% pour faire une comparaison un peu brutale, et qui est sur des bases d'évaluation raisonnables. Donc il y a des opportunités, et davantage sans doute en Europe qu'aux États-Unis, où aux États-Unis, on a un cycle qui est parti, et y compris un cycle boursier qui n'a pas eu sa tête à remettre de 2011 qu'on a eu en Europe.
Et donc, on a un cycle boursier et un cycle économique qui fait que les entreprises américaines, aujourd'hui, ont des niveaux de rentabilité supérieurs pratiquement à ce que c'était en 2007. Donc, le développement de la rentabilité… Si j'entends bien, actions américaines actions en demi-teinte par rapport aux actions européennes. Ouais. Hein. Donc, il y a des qualités intrinsèques aux États-Unis. En même temps, d'un point de vue cyclique et évaluation, il y a peut-être un peu plus d'opportunités sur l'Europe. Le rôle de la BCE, le fait qu'elle va vers une politique monétaire plus accommodante, ça vous inquiète? Il y a certaines... On ne peut pas faire plus accommodant, c'est pour ça, moi je suis un peu comme la Bundesbank, je me méfie voilà, des innovations. Je ne sais pas en quoi on aurait besoin aujourd'hui d'acheter par la Banque centrale de la dette publique, parce que déjà la devise a beaucoup baissé. Il ne faudrait pas qu'elle baisse trop non plus, parce que ça générait je pense des réactions de la part des Américains notamment. On est sur un niveau qui est bon, il faut que ça soit un 25, un 20, dans ces eaux-là, un 15, voilà, on se balade dans des zones qui sont parfaitement acceptables, je crois, pour les entreprises européennes. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà donc pour votre métier de gestion privée, on va passer à une rubrique plus personnelle qui vous est consacrée. La rubrique J'aime, qu'est-ce qu'aime François de Saint-Pierre et en particulier, comment se passe une journée on imagine que c'est un métier beaucoup de contacts, de relations. C'est quoi une journée type pour vous? Il n'y a pas de journée type, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Donc ça change tout le temps. Moi, ce que j'aime dans ce métier que je fais depuis 5-6 ans maintenant, puisqu'avant j'étais vraiment beaucoup plus sur l'investissement, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est les rencontres qu'on fait. Parce qu'on est amené, effectivement, comme vous disiez, c'est un métier de contact et on rencontre différentes personnes en différentes occasions et c'est une source d'enrichissement intellectuel et personnel. Et puis, c'est continuer de ce métier d'investissement qui est très ouvert sur le monde. On est vigilant, on est attentif, on prend des décisions rationnelles et on boucle tout ça quand les clients vous font confiance. Je pense que c'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir. Et la plus grande satisfaction pour vous, c'est quoi? C'est de signer un nouveau client? C'est de délivrer de la performance? C'est les deux. C'est les deux, bien sûr, hein, parce que l'un ne devrait pas aller sans l'autre. Mais je crois que conquérir la confiance d'un nouveau client, c'est très satisfaisant. Dans la performance, il y a la nôtre bien sûr, mais elle est liée en partie au marché aussi. Donc notre performance, c'est relatif. Si elle est relativement bonne, on est content. Mais si les marchés sont bons, on ne va pas non plus… voilà, c'est tant mieux pour nos clients. Ça fait 20 ans, maintenant un peu plus même, que vous êtes chez Lazard. C'est une maison qui a un nom prestigieux, avec tout ce que ça a aussi comme corde de fantasmes. Comment est-ce qu'on fait une carrière chez Lazard? Comment est-ce qu'on passe autant d'années dans une maison qui est réputée pour être quand même virile? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé, en fait. J'ai beaucoup travaillé de nombreuses années à monter l'analyse financière, l'investissement action, à développer un savoir-faire, en fait. À développer un savoir-faire qui vit maintenant très bien, avec des équipes qui sont créées, complétées, renforcées, qui ont sophistiquées, qui ont des bons résultats en termes d'investissement, en termes de performance. Bon, après ça, c'est de développer. Il faut faire, mais il faut aussi savoir faire et faire savoir. Et donc développer. Et le développement, c'est aussi une façon de réussir chez Lazard. Vous donneriez comme conseil à un petit cousin, un petit neveu, voire vos enfants, de rentrer dans des métiers comme ceci à nouveau? Je crois que, comme vous disiez, il ne faut pas fantasmer. Hein. Les métiers de la finance, l'industrie financière est sortie. Il y a une période de gloire. Souvenons-nous des années 60 et 70. C'était des métiers de pauvres. Il y avait, le métier de banque, pris globalement. Et l'industrie financière n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu une bulle dans les années 80, c'est ça? Dans les années 80, 90. Une bulle. Disons qu'il y a eu une évolution favorable. La réglementation vient contrarier ça. Les consommateurs, les épargnants, il y a une pression sur les prix. Donc, je pense qu'il ne faut pas fantasmer sur ce métier. Mais encore une fois, il a beaucoup d'intérêt parce que la finance est au cœur de l'économie. Si on arrive à mettre une dimension de développement et donc de relations, soit de management, soit de relations clients, c'est un monde qui est quand même très, très satisfaisant intellectuellement. Et lorsque vous ne faites pas ce métier, puisqu'on est sur la partie personnelle, le samedi, dimanche, ou pendant vos loisirs, qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai créé au mois de septembre un cercle qui est destiné à promouvoir l'œuvre de Jean-Baptiste Say. Donc il y a un cercle Jean-Baptiste Say qui revient à la mode. Voilà, il revient à la mode. Je veux sortir Jean-Baptiste Say de ses cendres. Pourquoi? Et donc, parce que justement, par rapport à la pédagogie économique, c'est quelqu'un qui était dans une période de transition. Il est au tout début de la révolution industrielle. Et après Adam Smith, en ayant lu Adam Smith, il comprend ce qui se passe par rapport à Malthus, par exemple, qui n'aura pas compris ce qui se passait.
Et venant des physiocrates qui pensaient qu'il fallait avoir que de la terre, il a compris la révolution industrielle en cours, il a fait toute la pédagogie de ça, il a été lui-même entrepreneur, et je pense que c'est un grand homme français qui mérite d'être découvert. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais il y a eu toute une période où les économistes français, plutôt libéraux, ont connu une heure de gloire. Oui, mais il a eu une réputation incroyable pendant tout le 19e siècle, on l'oublie. Comment vous expliquez que justement tous ces courants-là ont été oubliés? Mais parce qu'en France, on a différents problèmes, et il y a eu le marxisme qui a beaucoup compté, ensuite on a eu le keynésianisme forcené, parce que Keynes n'aurait jamais conseillé de dépenser 57% de sa richesse en dépenses publiques, et de faire des déficits comme on les a fait. Mais voilà, on a eu cette période d'étatisme en fait très forte, avec notamment l'après-guerre en France, qui fait qu'on a oublié cet héritage, et comme Raymond Aron a dû redonner vie un petit peu à Tocqueville, qui était très connu en dehors de France, et Jean-Baptiste Say est très connu dans d'autres pays qu'en France. Frédéric Bastiat aussi. Frédéric Bastiat aussi. C'est qui le Jean-Baptiste Say du XXIe siècle? Vous le cherchez encore? On le saura au 22e. Et c'est ça la mission de ce cercle, c'est de chercher le prochain? C'est de promouvoir, faire de la pédagogie économique pour tout le monde, en fait, et puis sortir des extraits de cette œuvre qui est riche, qui est une écriture encore du 18e, donc pas un peu exigeante, mais par petits morceaux, et de se rendre compte comment cet homme comprend son époque, et de cette époque, comment on est influencé, et qu'il y a des règles. Je vous parlais des lois de la finance et de l'économie, on ne peut pas s'en abstraire. Comment on fait pour devenir membre? Il suffit de s'abonner, vous allez sur cerclejeanbaptistesay.com et vous pouvez vous abonner à une lettre mensuelle qui s'appelle La Décade. Et vous organisez des séminaires On verra, il y a plein de projets dans les cartons. Plein de projets dans les cartons, mais abonnez-vous à La Décade. Robert veut aller au gala Jean-Baptiste Say. Merci beaucoup. Merci à vous. François Saint-Pierre, c'était votre tribune des décideurs aujourd'hui. Merci Robert. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine, même endroit, même heure.